Bonjour, nous allons voir ensemble pendant les 15 prochaines minutes quels outils sont intéressants pour l'évaluation de la maladie chronique hépatique en échographie. Par essence, les ultrasons sont paramétriques, tout a commencé avec l'imagerie B, puis les modes couleurs pulsés ont été ajoutés. Maintenant, on a bien d'autres techniques, avec notamment les techniques de microflux. Mais ici, nous allons aborder d'autres paramètres qui sont très intéressants dans les maladies chroniques hépatiques. En effet, c'est un sujet clinique important car vous pouvez le voir ici, l'incidence des maladies chroniques hépatiques augmente partout dans le monde. Quand on parle de maladies chroniques hépatiques, on veut en fait parler de deux notions différentes. Premièrement, l'évolution classique fibrose-cirrhose et les principales causes, c'est-à-dire alcooliques et virales. Pour le diagnostic de fibrose et cirrhose, pendant longtemps, la biopsie a été la méthode de référence. Et il est aussi important, chez un patient qui a une cirrhose, de déterminer la présence et le degré d'hypertension portale, également évalué de façon invasive par le gradient porto-hépatique. Aujourd'hui, on approche très bien ces méthodes de référence par l'élastographie et notamment basées par les ultrasons. Deuxième chapitre dans les maladies chroniques hépatiques, la maladie hépatique à la mode, c'est-à-dire la stéatopathie métabolique ou non alcoolique, qu'on appelle en anglais NAFLD. Là encore, la méthode de référence, c'est la biopsie avec le score SAF qui permet de déterminer la présence de graisse pour S-stéatose, l'inflammation hépatique avec le A pour activité et le degré de fibrose F. Il est effectivement fondamental de différencier stéatose simple de stéatohépatite qui a un risque d'évolution vers la cirrhose et un risque de carcinome hépatocellulaire. Pour cela, les outils en échographie permettent d'assez bien caractériser les maladies graisseuses du foie avec l'élasticité pour la fibrose, avec la mesure d'atténuation et ou de vitesse de son qui sont très bien corrélées à la présence de graisse dans le foie. Et enfin, peut-être pourrait-on avancer sur le chapitre de l'inflammation ou de l'activité par la mesure de la dispersion, mais ceci est moins bien validé. Donc commençons par l'élasticité hépatique. Si ce n'est pas le cas, cela devrait être un outil de routine pour les radiologues. Pourquoi? C'est un biomarqueur clinique très important avec des techniques bien validées. Tout a commencé avec le fibroscan. Vous voyez un exemple ici en haut qui permet de déterminer s'il y a ou pas fibrose et de grader la fibrose, bien sûr, jusqu'au stade ultime qui est la cirrhose. On sait aussi que la dureté hépatique est bien corrélée à la présence d'hypertension portale. Ainsi, les 4 exemples en bas, obtenus avec un Aplio Canon, mettent en évidence 4 situations cliniques différentes. 4,2 kPa, c'est un foie normal. La carte est toute bleue, donc c'est une technique de Sharewave élastographie avec une carte d'intérêt que l'on positionne dans le foie, au sein de laquelle on met une région d'intérêt. À côté, 13 kPa avec un foie qui est d'emblée plus hétérogène, qui correspond à un patient cirrhotique. Et puis, toujours, plus on va vers la droite, des cirrhoses plus marquées, avec des valeurs de dureté hépatique extrêmement élevées, très vraisemblablement associées à des hypertensions portales fortement marquées. La question est de savoir, est-ce que cet outil est bien validé en clinique et notamment avec la Plio? Oui, c'est le cas et c'est particulièrement important. Comme vous le savez, les méthodes échographiques ont commencé avec l'ARFI et le Sharewave élastographie de supersonique. Nous avons participé à une étude internationale qui vient d'être publiée chez plus de 600 patients qui montre que il existe une très forte corrélation entre le fibroscan, méthode historique mais encore souvent de référence, et le Sharewave élastographie de la Plio. Les deux graphiques en bas à gauche vous montrent que si on prend des seuils qui sont les seuils classiques pour les différents degrés de fibrose, la corrélation est très bonne. Et si on prend des seuils qui correspondent à des seuils pour l'hypertension portale,
où on peut exclure l'hypertension portale ou être sûr qu'il y a une hypertension portale, la corrélation est également très bonne. On observe toutefois des valeurs avec le ShareWave 2D d'Aplio plus basses que le FibroScan, notamment dans les mesures, les valeurs élevées, mais ceci n'a pas d'impact pour la classification des patients. Deuxième grande question, peut-on évaluer la stéatose en échographie? Alors bien sûr, on le fait de façon qualitative depuis des années par la forte hyperéchogénicité du foie, aussi par le rapport foie-rein, que je vous ai montré ici par un gradient donc hépato-rénal, dont la valeur diagnostique est un peu discutée en fonction des articles. Et là encore, avec le FibroScan, à côté de la mesure de dureté hépatique, eh bien, ils ont développé la mesure d'atténuation qui est corrélée à la présence de graisse. Alors, on mesure en fait la décroissance d'amplitude des ondes ultrasonores. C'est une donnée qui est délivrée instantanément dans l'image 2D, qui est exprimée en décibels par centimètre et par mégahertz. Et plus le coefficient d'atténuation est élevé, plus le taux de graisse intrahépatique est élevé et donc le grade de stéatose hépatique est sévère. Ici, vous avez donc la boîte d'acquisition pour la mesure de l'atténuation ainsi qu'un critère de qualité qui est exprimé par la corrélation ici qui permet de déterminer le meilleur emplacement pour la mesure. À droite, c'est en fait un fantôme avec deux milieux différents, un contenant plus de graisse que l'autre, et vous voyez tout de suite la traduction sur la cartographie. Même question, est-ce que cette méthode est validée avec l'Aplio? La réponse est également oui. Nous l'avons fait dans le service il y a quelques années, c'est Marco Dioguardi qui a publié ce travail chez plus de 100 patients. Un premier élément de réponse, c'est que la technique est extrêmement fiable, qu'on peut la réaliser quasiment chez tous les patients. Et enfin, on peut déterminer des seuils de mesure d'atténuation qui vont permettre de différencier soit pas du tout, très peu de stéatose versus la présence de stéatose, ou bien stéatose jusqu'au niveau modéré versus stéatose très marquée, avec des valeurs diagnostiques, sensibilité et spécificité qui sont élevées. Un point important, c'est de savoir si la présence de fibrose, qui est souvent associée à la stéatose, peut perturber la mesure de l'atténuation et nous avons montré que ce n'était pas le cas. Voici une autre question que l'on peut se poser. À côté de l'évaluation de la fibrose, de la stéatose, peut-on évaluer l'inflammation? Alors on peut obtenir cette vue qui décompose donc 4 images lorsqu'on réalise une mesure d'élasticité de la plio. En haut à gauche, c'est l'élasticité. On peut voir la propagation des ondes, ce qui est assez important et intéressant pour placer la région d'intérêt. En bas à gauche, c'est l'imagerie B, et ici, c'est l'imagerie de dispersion. Vous voyez qu'on est encore sur un fantôme avec là deux milieux de viscosité différentes qui mettent en évidence des valeurs de dispersion différentes. Alors, est-ce le cas également en clinique? La réponse n'est pas encore obtenue parce que cette méthode est en évaluation. Quel est le principe tout d'abord de la dispersion? On va analyser et recueillir donc la vitesse de propagation des ondes à chaque fréquence et on va donc pouvoir mesurer la dispersion des ondes de cisaillement qui va être exprimée en mètres par seconde et par kilohertz et qui a été démontré corrélée à la viscosité des tissus. C'est aussi une image et une mesure que l'on peut obtenir en temps réel. Ainsi, plus la valeur de dispersion est élevée, plus le niveau d'inflammation, activité nécrotico-inflammatoire du foie hépatique semble élevé, sous réserve bien sûr d'une validation clinique. Donc je veux juste vous montrer deux exemples. Les validations sont en cours, il faudra attendre un tout petit peu. En haut, un premier patient qui n'a pas de fibrose, 4,8 kPa et une valeur de dispersion à 2,1, qui est une valeur faible. La biopsie a montré qu'il n'avait pas de fibrose et il n'avait pas non plus d'inflammation sur la biopsie.
Ici, l'autre patient, une valeur de fibrose plus élevée, 7,4, vous voyez une dispersion qui s'élève. Et effectivement, on retrouvait en anatomopathologie une fibrose extensive et la présence d'inflammation. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a aussi une relation très probablement entre l'élévation de la dispersion et la présence d'une fibrose hépatique. Avant de terminer, quelques cas de situations cliniques différentes. Premier cas, c'est une femme qui a une perturbation du bilan biologique hépatique. Vous avez ici les cartes d'élastographie en haut à gauche, en haut à droite la carte d'atténuation et la synthèse après avoir effectué toutes les mesures. Donc au total, une valeur d'élasticité faible, 4,7 kPa, et vous voyez ici également une valeur faible d'atténuation, et sur la biopsie, il s'agissait d'un foie normal. Deuxième situation, perturbation du bilan biologique hépatique. D'emblée, la carte d'élasticité hépatique est un peu différente et un peu hétérogène. Voici ici la carte d'atténuation. Vous voyez que, au contraire du cas précédent, la fibrose est présente avec une valeur très élevée et on confirme que le patient est cirrhotique sur la biopsie. Par contre, les valeurs d'atténuation sont faibles et ça a été également confirmé sur la biopsie hépatique. Troisième cas clinique, c'est un homme qui a un diabète, une stéatose hépatique hétérogène que vous pouvez voir, et on suspecte justement une stéatohépatite. Ici, vous voyez en fait qu'il n'a pas ou peu de fibrose, 4,7 kPa. Voici la carte d'atténuation toujours à droite, qui est le reflet de la présence de stéatose, avec des valeurs extrêmement élevées. Et on confirme cela lors de la biopsie hépatique avec une fibrose modérée, périsinusoïdale, F1, mais la présence de nombreuses inclusions de graisse dans le cytoplasme avec une stéatose S2 qui est donc entre 33 et 66% en anatomopathologie. Enfin, un dernier cas, également un homme qui a un diabète, une stéatose en échographie, qu'on retrouve d'ailleurs. Ici, les valeurs d'élasticité sont plus élevées, comme vous pouvez le voir, 7,7 kPa. Des valeurs également élevées sur la carte d'atténuation. On confirme quand on regarde la représentation qui est, je trouve, très pratique, avec la valeur médiane pour ce qui concerne de la fibrose, de la dispersion et de l'atténuation. Et en anatomopathologie, il avait une fibrose extensive, également beaucoup de stéatose, encore une fois avec toutes les inclusions de triglycérides dans les vacuoles du cytoplasme. Pourquoi c'est un problème? Parce que cette maladie métabolique, NAFLD, augmente partout dans le monde. Et vous voyez ici la proportion en fonction des continents, donc dans une population adulte pour laquelle on est pour l'instant un peu désemparé puisque il n'y avait pas de test ou de biomarqueurs suffisamment pertinents, et on pense vraiment que ces nouveaux outils en échographie vont permettre de pouvoir avancer dans la caractérisation de cette maladie. Ainsi, pour terminer, donc cette approche multiparamétrique en échographie, elle est très importante dans les maladies chroniques hépatiques. L'évaluation de la dureté hépatique, donc l'élasto en utilisant la technique des ultrasons, le Sharewave élastographie, est facile à utiliser et très bien corrélé avec le fibroscan et la biopsie hépatique, et ça doit donc vraiment être un outil de tous les jours. L'imagerie d'atténuation qui est arrivée plus récemment est également facile à utiliser et corrèle très bien avec le grade de stéatose en anatomopathologie, donc ne pas s'en priver. On espère que l'imagerie de dispersion reflètera l'inflammation, mais on est en attente de validation, ce qui fait qu'on pourrait vraiment cocher les 3 cases. Et ces nouveaux outils complètent donc très bien l'approche multiparamétrique de l'échographie. Je vous remercie.